Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier la société Parkinson Canada et particulièrement Barbara Snellgrove, Marina Joseph et Ivy Lee Carter de m'avoir invité à donner ce webinaire sur les troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson. Il semblerait que ce soit une première pour la société de Parkinson. Avant de commencer, je tiens à souligner que les renseignements contenus dans cette présentation sont uniquement fournis à titre d'information et ne remplacent pas l'avis d'un médecin. Ce sont des informations d'ordre général. Pour des questions spécifiques d'ordre médical, il est important d'en discuter avec un professionnel de la santé qui connaît bien la maladie de Parkinson. Alors, la maladie de Parkinson a été décrite pour la première fois par James Parkinson en 1817 dans un essai intitulé Shaking Palsy, ou essai sur la paralysie agitante en français, et elle est connue principalement pour ses symptômes moteurs. Les symptômes principaux sont le tremblement, la rigidité et la bradykinésie, c'est-à-dire une lenteur à initier le mouvement. J'ai une petite anecdote pour vous aujourd'hui, c'est que la personne dans la photo à gauche, on a cru pendant longtemps que c'était le James Parkinson qui a écrit cet essai, et il semblerait maintenant qu'en fait ce soit son cousin qui était possiblement dentiste. Alors comme on l'a mentionné, la maladie de Parkinson est connue principalement pour ses symptômes moteurs, et c'est d'ailleurs principalement à travers les symptômes moteurs qu'elle est diagnostiquée. Ceci dit, on sait maintenant que les symptômes moteurs ne constituent pas toute la maladie et qu'il y a des symptômes aussi non moteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même depuis la fin du XIXe siècle, en 1882, des symptômes associés à la démence et aux hallucinations avaient déjà été signalés par Benjamin Belt, et donc on avait déjà remarqué qu'il y avait des symptômes non moteurs. Ceci dit, pendant presque les 100 ans qui ont suivi, la maladie a presque été exclusivement considérée pour ses symptômes moteurs et on a comme oublié ces symptômes cognitifs et autres symptômes non moteurs dont on va parler aujourd'hui. Ce n'est que à la suite de l'utilisation des médicaments dopaminergiques dans les années 70 et le fait que ceux-ci ont amélioré d'une manière significative les symptômes moteurs qu'on a recommencé à constater l'apparition de déficits non moteurs qui peuvent dans certains cas nuire de manière significative à la qualité de vie des patients. Alors, au sein de cette présentation, donc le plan je vais vous parler d'abord des différents symptômes et des profils cognitifs qu'on peut observer chez les différents patients atteints de la maladie. Je vais aussi vous parler des origines neuronales des troubles cognitifs, c'est-à-dire s'ils peuvent être attribués à des fonctionnements ou des dysfonctionnements spécifiques dans le cerveau. On va aussi évoquer l'évolution de ces déficits cognitifs au fur et à mesure de l'évolution de la maladie et dans certains cas l'apparition de la démence. On va aussi parler de l'interaction entre les symptômes cognitifs et la dépression dans la maladie. Je parlerai finalement de l'effet de la médication dopaminergique sur la cognition. Et je finirai par parler de quelques avenues futures de recherche et de certaines suggestions pratiques par rapport à ces déficits cognitifs. Alors, les premières études importantes au sujet de la cognition dans la maladie de Parkinson ont été publiées dans les années 80
Et je pensais qu'il serait opportun de mentionner euh, des études de Taylor et Saint-Cyr du groupe de Toronto, ici au Canada, notamment en 1986. Et à peu près au même moment, il y a eu des études qui apparaissaient à Paris, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Depuis, de très nombreuses autres études ont été publiées à ce sujet, et il y a maintenant, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, des congrès spécifiquement portés sur les déficits non moteurs dans la maladie de Parkinson. Alors, qu'est-ce que nous disent ces études ? Ces études révèlent que la majorité des patients atteints de la maladie de Parkinson ont des troubles cognitifs. Ceci dit, ces troubles cognitifs et ces changements cognitifs ne sont pas nécessairement sévères, et chez certains patients, du moins au début de la maladie, sont même absents. Alors, quels sont le genre de symptômes et de troubles cognitifs qu'on peut observer dans la maladie ? Alors, on peut d'abord observer des troubles des fonctions cognitives. Alors, les fonctions exécutives sont les processus cognitifs qu'on appelle de haut niveau, qui sont utilisés pour la planification, la résolution de problèmes et l'accomplissement de nouvelles tâches. Au quotidien, cela peut se traduire par de la difficulté à prendre une décision ou à planifier ses activités de la semaine ou de la journée. Pour la plupart des patients atteints de la maladie de Parkinson, ces tâches ne sont pas impossibles à accomplir, c'est juste qu'elles deviennent plus difficiles. Donc quand on vit avec quelqu'un atteint de la maladie ou atteint de ces problèmes, il peut être très utile de donner des indices au patient, car ce qui est le plus dur, en général pour lui, c'est d'initier la tâche. Ensuite, il sera plus facile pour lui ou elle d'exécuter ces tâches. Alors, parmi les autres symptômes que l'on voit sont aussi des troubles de l'attention. Alors, les troubles de l'attention, c'est de la difficulté à se concentrer sur une tâche spécifique ou au contraire à diviser son attention lors de situations plus complexes, par exemple quand on doit se concentrer sur plus d'une chose à la fois. Alors, au quotidien, cela se traduit par de la difficulté à résister aux distractions, c'est-à-dire quand on essaye de se concentrer sur quelque chose et puis il y a des gens qui bavardent autour, par exemple, ou à accomplir plus d'une tâche à la fois. Ceci dit, même pour des gens en bonne santé, il n'est pas toujours nécessairement bon de faire plusieurs choses à la fois. Et donc quand on ressent des troubles de l'attention, il est utile d'essayer de se focaliser sur un objectif ou un concept à la fois, autant que possible. Alors, on a aussi relevé des troubles visuospatiaux. Par exemple, de la difficulté à évaluer les distances ou à faire la différence entre deux stimuli visuels, différencier un objet d'un autre quand ils se ressemblent, à percevoir l'information visuelle et à bien agir en fonction de celle-ci. Il est important de reconnaître ces problèmes si vous les avez. Entre autres, ils peuvent contribuer, ces troubles peuvent accroître parfois le risque des chutes, indépendamment de vos problèmes moteurs. Alors, au quotidien, cela se traduit par de la difficulté à s'orienter dans un environnement contenant des stimuli visuels complexes, tels que trouver une allée particulière dans une grande épicerie, qui souvent, elles se ressemblent toutes un peu. Alors, à un stade plus avancé de la maladie, on observe parfois des illusions et voire même certaines hallucinations chez certains des patients seulement. Alors,
On observe aussi certains troubles du langage, notamment de la difficulté à nommer ou à trouver des mots ou se souvenir de noms de certaines personnes. Donc en lien avec ça, on a aussi des problèmes parfois de mémoire. Et c'est surtout de la difficulté à récupérer de l'information déjà apprise et non à encoder ou à apprendre de nouvelles informations. En effet, le problème le plus fréquent dans la maladie de Parkinson est celui du rappel et non pas de l'encodage de la sémantique, comme c'est le cas pour la maladie d'Alzheimer. Donc, les déficits de mémoire, par contre, peuvent être plus importants chez des patients parkinsoniens souffrant de démence. Alors souvent, ce qui peut être utile quand on a ce genre de déficits de mémoire qui sont relativement modérés, c'est d'utiliser des choses pratiques telles qu'un bloc-notes pour se rappeler de différentes choses à faire. Alors, il est important de mentionner que je vous ai parlé de différents symptômes qu'on observe dans la maladie de Parkinson, mais il est important de savoir qu'ils ne sont pas tous présents chez tous les patients. Il y a de très grandes différences individuelles et on distingue différents profils au sein des patients. Donc maintenant, on va parler un peu des origines neurales de ces troubles cognitifs. Alors, je dois mentionner que l'origine des déficits cognitifs n'est pas entièrement comprise, et c'est notamment pourquoi je fais ce genre de recherche. Certains des déficits cognitifs, tels que les troubles des fonctions exécutives, sont plus fréquents, et on pense qu'ils émanent de la pathophysiologie de la maladie de Parkinson, donc qu'ils soient peut-être spécifiques à la maladie de Parkinson. Donc cette pathologie, c'est-à-dire la pathophysiologie principale de la maladie de Parkinson et la perte, comme vous le savez peut-être, de neurones de dopamine qui viennent de la substance noire et qui projettent au striatum et qui, de ce fait, affectent les fonctions de ce qu'on appelle les ganglions de la base, mais aussi du cortex, et notamment du cortex frontal qui est lié à la cognition. D'une même manière, le concept de bradyphénie décrit certains troubles cognitifs observés spécifiquement chez les patients parkinsoniens. Et il fait référence à une lenteur à penser ou à répondre qui ressemblerait à la bradyphénie qu'on avait mentionnée au début, et qui est, elle, une lenteur dans l'amorce d'un mouvement. D'autre part, par contre, certains autres déficits cognitifs et problèmes, comme par exemple ceux liés à la mémoire, ne se retrouvent pas chez tous les patients atteints de la maladie de Parkinson, et il est possible qu'ils soient, on ne sait pas encore s'ils sont liés à la pathophysiologie de la maladie de Parkinson ou s'ils peuvent être associés à d'autres pathologies concomitantes liées au vieillissement, car comme vous le savez, chez certaines personnes vieillissantes, on trouve des déficits cognitifs, et notamment dans la mémoire. Alors voici un schéma complexe pour vous, qui n'est pas nécessaire de comprendre totalement, pour vous donner une idée de ce qui peut se passer un peu dans le cerveau par rapport à différentes fonctions. Donc il existe plusieurs boucles qui contiennent chacune une partie du cortex, et notamment chacune une partie du striatum. Et comme je l'ai déjà mentionné, ce sont les neurones de dopamine qui proviennent de la substance noire pour les deux boucles de gauche, c'est-à-dire celle de motricité et de cognition, et qui projettent au putamen pour la boucle motricité et au noyau codé pour la boucle de cognition, qui seraient les plus affectés dans la maladie de Parkinson. Il existe une autre voie de dopamine qui est reliée à la boucle de droite,
qui provient de l'aire tegmentale ventrale et qui projette au striatum ventral accumbens, qui serait donc la boucle limbique est une boucle plus reliée aux problèmes comportementaux, aux émotions. Mais la maladie de Parkinson affecte d'abord la boucle motrice et assez rapidement la boucle cognitive, et la boucle limbique n'est affectée que beaucoup plus tard si elle est affectée. Ceci dit, il faut se souvenir que les médicaments dopaminergiques sont donnés pour optimiser la boucle motrice et les symptômes moteurs seulement. Ce sera important pour ce qu'on va discuter plus tard dans la présentation. Alors, depuis les années 90, des techniques d'imagerie fonctionnelle, de neuroimagerie fonctionnelle, telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et la tomographie par émission de positrons, nous aident à mieux comprendre in vivo, c'est-à-dire pendant que in vivo, les origines des troubles cognitifs observés dans la maladie de Parkinson, et notamment nous avons fait ce genre d'études dans mon laboratoire. Nous avons fait ce genre d'études dans mon laboratoire et il y en a eu plusieurs dans d'autres. Donc voici une image d'un scanner d'IRM, c'est d'imagerie par résonance magnétique. Je suis sûr que la plupart d'entre eux, que vous en avez tous vu, au moins dans les médias, et peut-être pour certains d'entre vous, passer à l'intérieur. Donc, maintenant, je vais vous montrer une vidéo d'une image anatomique qu'on peut obtenir par ce scanner pour un peu vous donner une idée des différentes régions du cerveau. Donc, je commence maintenant cette vidéo. Donc, on va commencer par voir apparaître un peu à l'avant la bouche, le nez et les oreilles, les dents et les oreilles de la personne. Puis on va commencer à rentrer dans le cerveau en tant que tel. On voit maintenant apparaître le cervelet, partie du cerveau profond qui s'appelle le cervelet, puis les lobes temporaux. On rentre maintenant dans ce qu'on appelle le tronc cérébral. On voit maintenant les structures justement qui sont le plus affectées dans la maladie, c'est-à-dire le striatum, le putamen, le caudé, le thalamus. Et nous voyons maintenant différentes régions corticales, dont le cortex frontal en avant, et on finit par le cortex moteur. Donc j'arrête maintenant cette vidéo, et on va passer à la slide suivante. Donc, dans une de nos études, nous avons voulu voir ce qui se passe dans le cerveau de personnes en santé et par la suite dans le cerveau de personnes atteintes de la maladie de Parkinson, pendant qu'on fait une tâche qui est connue des neuropsychologues, car elle évalue notre capacité à changer de stratégie dans un environnement qui est en train d'évoluer. Cette tâche s'appelle le test de classification de cartes du Wisconsin. Alors, dans ce test, pendant toute la longueur du test, les 4 cartes que vous voyez en haut restent toujours les mêmes, et on vous montre une nouvelle carte à chaque essai qu'il faut apparier à une des 4 cartes du haut, suivant une de 4 règles qui peuvent être la couleur, le nombre ou la forme. Ceci dit, on ne vous dit pas quelle est la règle à apparier, on vous dit simplement, à la fin, une fois que vous avez essayé, si votre essai est juste ou faux. Donc au bout d'un certain moment, le patient ou la personne se rend compte du critère à adopter, qui pourrait être par exemple la couleur, et donc classifie les cartes par ce critère, sauf qu'au bout d'un certain nombre de réponses correctes, le
la personne qui fait passer le test ou l'ordinateur va changer de règle sans en avertir le participant. Et le participant va juste savoir qu'il a faux. Et donc, il lui faut maintenant trouver cette nouvelle règle et l'appliquer. C'est ce qu'on appelle le changement de règle. Et on peut distinguer deux périodes, celle de planification, au moment où on vous dit que vous avez tort, et donc que vous cherchez une nouvelle règle à adopter, et un moment qu'on peut classifier d'exécution de la nouvelle règle, c'est-à-dire que vous avez décidé que vous ne faites plus couleur et que par exemple vous voulez faire nombre, et que pour la première fois vous allez, alors à la prochaine carte, pour la première fois, vous utilisez nombre. Et donc on a voulu regarder quelles sont les régions du cerveau qui nous aident, qui sont les plus importantes pour faire ces processus. Donc on a fait d'abord une première étude d'IRM fonctionnelle chez des jeunes adultes en santé. Et au moment où il fallait planifier la nouvelle règle, c'est-à-dire on me dit que j'ai tort et je suis en train de chercher une nouvelle possibilité, on a pu isoler ce qu'on pourrait appeler une boucle cortico-striatale cognitive, par rapport au schéma que je vous ai montré, qui ressemblerait un peu à ce qu'on voit dans le schéma du milieu que je vous montrais tout à l'heure, qui inclut donc le cortex préfrontal ventrolatéral, le noyau codé et le thalamus dans cette planification du changement de règle. Dans ce que on a appelé l'exécution du changement de règle, c'est-à-dire l'application d'une nouvelle règle pour la première fois, on a vu des régions liées à la boucle plus motrice qui était à gauche dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, les régions qu'on a observées sont le cortex prémoteur et le putamen, qui seraient impliqués dans l'exécution dans un changement de règle. On a donc ensuite... Excusez-moi, je retombe sur la... Je vais vous remettre... Je reviens sur la bonne diapositive. Donc, on a donc ensuite... Voici. On a donc ensuite effectué cette même étude avec des patients atteints de la maladie de Parkinson, à qui on avait demandé de ne pas prendre leur médication dopaminergique pendant 12 à 18 heures avant la séance d'IRMF, et un groupe témoin du même âge, donc plus âgé que le groupe qu'on avait vu avant. Et ce qu'on a observé, c'est une baisse de l'activité dans la boucle cognitive cortico-striatale, c'est-à-dire le cortex préfrontal ventrolatéral et le noyau codé, chez les patients atteints de la maladie de Parkinson par rapport au groupe témoin. De manière similaire, on a observé une baisse de l'activité de la boucle plus motrice qui contenait le cortex prémoteur et le putamen chez les patients atteints de la maladie de Parkinson par rapport au groupe témoin dans l'exécution du changement de règle. Et donc, cette baisse d'activité observée dans ces deux boucles chez les patients atteints de la maladie de Parkinson par rapport au groupe témoin semblerait à l'origine de ces déficits de fonction dans les fonctions exécutives et notamment dans le changement de règle. Alors maintenant, on va parler un peu d'autre chose, on va parler de comment peuvent évoluer les troubles cognitifs au fur et à mesure de la maladie. Donc je voudrais d'abord mentionner que la démence dans la maladie de Parkinson ne se manifeste pas dans les stades précoces. Si elle survient, elle se manifeste le plus souvent après de nombreuses années suivant le diagnostic de la maladie. Si la démence survient rapidement après des symptômes parkinsoniens moteurs, c'est-à-dire encore une fois la rigidité, le tremblement et la bradykinésie, il s'agit alors d'une autre entité ou d'une autre maladie qui s'appelle la démence à corps de Lewy.
pour aujourd'hui, nous en tiendrons à la maladie de Parkinson spécifiquement. Alors, tandis que l'âge est le prédicteur principal de la démence chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, c'est aussi le cas d'ailleurs chez les personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie de Parkinson. On retrouve beaucoup plus de déments chez les personnes les plus âgées. L'âge seulement n'explique pas le fait que on retrouve la prévalence de la démence est beaucoup plus élevée chez les patients atteints de la maladie de Parkinson que dans la population en général du même âge. Donc on pense qu'elle touche environ 30% des patients atteints de la maladie de Parkinson. Donc, au premier stade de la maladie, comme nous avons déjà dit, il n'y a pas de patients déments. Ceci dit, on peut quand même distinguer deux types de profils. Des patients qui n'ont presque aucun trouble cognitif, qui ont voire aucun trouble cognitif, et certains qui ont des troubles cognitifs relativement significatifs qu'on appelle les troubles légers de la cognition, qui est un concept qu'on a proposé notamment pour possiblement identifier des personnes qui parfois peuvent développer la maladie d'Alzheimer chez les personnes non parkinsoniennes. Ceci dit, il faut noter que les patients atteints de troubles légers de la cognition éprouvent des troubles cognitifs dans un ou plusieurs domaines de l'acquisition, mais que ça ne va pas, ils vont pas nécessairement s'en rendre compte, et ces troubles n'auront pas un impact significatif dans leur vie quotidienne, contrairement à la démence. En règle générale, on peut dire que si ces troubles légers, au début de la maladie, ne concernent qu'un seul domaine cognitif, comme par exemple les fonctions exécutives, ils ne mènent pas nécessairement à un développement vers une démence. Alors que quand on en observe dans plusieurs domaines à la fois, là, cela nécessite plus d'attention et il faut peut-être suivre ça de plus près. Donc, dans notre laboratoire, on voulait voir si cette entité qu'on appelle trouble léger de la cognition est vraiment associée à des différences de fonctionnement dans le cerveau, ou si c'est simplement quelque chose qu'on observe dans le laboratoire ou en clinique en faisant des tests neuropsychologiques. Alors pour ce faire, on a réutilisé le même protocole d'IRMF avec cette fameuse tâche de classification de cartes du Wisconsin. Chez des patients aux étapes, encore une fois, initiales de la maladie de Parkinson, qu'on a séparés en deux groupes. Ceux qui n'avaient presque aucun trouble cognitif, donc sans trouble léger de la cognition, et ceux chez qui on trouvait des troubles légers de la cognition dans un ou plusieurs domaines. Et ce que ça nous a indiqué, c'est que chez les patients sans trouble cognitif, on retrouve des patrons d'activation très similaires à nos contrôles qu'on avait observés dans l'étude précédente. Tandis que les patients atteints de troubles légers de la cognition ont une baisse très significative de la boucle cortico-striatale cognitive impliquée dans la planification de changement de règles. Et donc, ce serait probablement, dans notre étude précédente, où les patients avec et sans troubles légers de la cognition étaient mélangés, c'était probablement ceux avec troubles légers de la cognition qui motivaient cette baisse d'activité que l'on avait observée. Ce qui est peut-être encore plus intriguant, c'est qu'on trouve une différence, on trouve même une certaine différence dans la boucle motrice. C'est-à-dire que chez les patients sans troubles cognitifs,
on voit une activité relativement normale du cortex prémoteur. Par contre, on ne retrouve pas l'activité du putamen qu'on voit chez les contrôles, ce qui est normal vu que c'est la chose la plus affectée dans la maladie de Parkinson. Mais on retrouve quand même une certaine activité dans le cortex prémoteur, donc qui fait partie de la boucle nécessaire pour exécuter le changement de règle. Mais on ne retrouve pas cette activité chez les patients qui sont atteints d'un trouble léger de la cognition. Donc, maintenant, je vais passer à un autre sujet, qui est celui de la dépression et la maladie de Parkinson. Et on va parler aussi un peu des troubles comportementaux en général dans la maladie de Parkinson. Donc, il a été reporté que la dépression serait plus fréquente chez les patients parkinsoniens que dans la population en général. On pense d'ailleurs que c'est environ plus fréquent, que c'est plus du double de taux, donc on l'observerait 2 fois plus dans la maladie de Parkinson. Il faut faire attention par rapport à ce report, parce que ce qui est à noter, c'est que chez la plupart des patients parkinsoniens, la dépression est habituellement légère ou modérée. De plus, il n'est pas clair que la maladie de Parkinson soit apparentée ou corrèle avec tous les aspects et les symptômes de la dépression. La dépression contient beaucoup de symptômes et il ne semblerait pas que la maladie de Parkinson soit associée à tous ces symptômes. En particulier, contrairement aux troubles dépressifs majeurs que l'on observe chez les non-parkinsoniens, la tendance au suicide, le sentiment de culpabilité ou d'auto-accusation sont rarement observés chez les patients parkinsoniens. Alors, il faut faire aussi attention quand on parle de dépression dans la maladie de Parkinson, parce qu'elle peut être parfois difficile à diagnostiquer de manière claire, parce qu'on peut la confondre avec d'autres syndromes, notamment l'apathie ou la fatigue, qui sont aussi très fréquents dans la maladie de Parkinson, mais qui sont distincts de la dépression. Alors, juste pour vous mettre en contexte, l'apathie est définie comme un manque de motivation envers un comportement associé à un objectif. Donc, dans la vie quotidienne, ça se traduit par une perte d'initiative, ainsi que d'intérêt et de sentiment par rapport à un objectif. Et il y a autre chose qu'il faut souligner. Comme dans la population générale, les troubles cognitifs, notamment ceux liés aux fonctions exécutives et à l'attention, corrèlent avec la dépression. Et même dans la population en général, on ne connaît pas encore vraiment le lien causal entre la dépression et les fonctions exécutives et l'attention. Ça veut dire, qu'est-ce qui serait à l'origine de l'autre. Et dans la maladie de Parkinson, ce lien est encore plus complexe à élucider, notamment parce qu'on ne sait pas ce qui est lié spécifiquement à la maladie de Parkinson ou ce qui serait lié à une possible dépression concurrente, et aussi parce que l'effet des médicaments dopaminergiques peuvent aussi affecter ces liens. Alors, c'est justement de ça dont je vais vous parler maintenant. Les effets des médicaments dopaminergiques sur les troubles cognitifs demeurent controversés, contrairement à ceux sur les symptômes moteurs qui, on le sait, pour du moins plusieurs longues années au début de la maladie, sont très bénéfiques. Alors, donc, dans la littérature, on avait observé certaines études qui révèlent une possible amélioration des déficits cognitifs, d'autres qui proposent qu'ils soient un peu néfastes, et de nombreuses études qui n'observent aucun effet. On voulait essayer de comprendre un peu mieux ces différences dans la littérature, et nous avons encore une fois utilisé la neuroimagerie
pour comprendre davantage cette situation. Donc, dans une première étude, on a réutilisé ce fameux protocole de classification de cartes du Wisconsin. Et ce qu'on a observé, donc à gauche, dans la colonne de gauche, ABC, vous avez les témoins, donc les contrôles. À gauche, vous avez des patients. Donc, au milieu, vous avez les patients parkinsoniens quand on leur a demandé de venir en ne pas prenant les médicaments, leurs médicaments dopaminergiques pendant au moins 12 à 18 heures avant la session. Et dans la partie on, et dans la colonne de droite, ils étaient avec leur dose habituelle de médicaments dopaminergiques. Et ce qu'on observe, c'est que les médicaments dopaminergiques n'ont pas d'effet sur la boucle cortico-striatale cognitive, où il y a le cortex préfrontal et le noyau codé, donc dans la ligne A. Par contre, dans la boucle cortico-striatale motrice, où chez les témoins à gauche, on avait besoin à la fois du cortex prémoteur et du putamen en bleu, on voit un rétablissement de l'activité du cortex prémoteur avec les médicaments dopaminergiques chez les patients. Et quand on avait besoin, dans une soustraction que je ne vous ai pas montrée auparavant, une condition que je ne vous ai pas montrée auparavant, ou chez les personnes en santé, on avait besoin du cortex prémoteur mais sans striatum, on voit aussi un rétablissement partiel de l'activité du cortex prémoteur avec les médicaments dopaminergiques chez les patients. Donc ceci expliquerait pourquoi les effets des médicaments dopaminergiques sont beaucoup plus efficaces pour les symptômes moteurs que pour les symptômes cognitifs. Et il est à noter d'ailleurs qu'ils sont optimisés pour ceci. Ceci dit, on voulait explorer de manière encore plus spécifique pourquoi certaines études disaient que cela pourrait améliorer les choses, tandis que d'autres disaient que cela pourrait empirer certains déficits cognitifs. Et avec une fellow qui était dans mon laboratoire, Dr Penny MacDonald, il y a maintenant environ 1 an, qui est maintenant professeur à l'université de Western Ontario, nous nous sommes dit que c'était peut-être lié à la nature du processus cognitif, notamment s'il dépendait plus du noyau codé qui, lui, était affecté par la maladie de Parkinson, donc qui est dans la boucle cognitive ici, dans ce schéma, par rapport aussi si la fonction cognitive était plus liée au striatum ventral, qui est de manière schématique ici incluse dans la boucle limbique à droite. Donc pour cela, on a développé une tâche qui nous permettrait de distinguer ces deux zones du cerveau qui sont proches l'une de l'autre, c'est-à-dire le noyau codé qui est considéré comme dans le striatum dorsal, du striatum ventral. Pour cela, on a développé une tâche de catégorisation de nombres où il faut simplement dire si un nombre est plus grand ou plus petit que l'autre. Dans cette tâche, les essais, un essai fait toujours partie, il y a toujours 2 parties à un essai. Il y a d'abord une amorce, donc c'est le premier carré, et la condition test qui est le deuxième carré. Et après on passe à d'autres essais. Dans la condition contrôle, aucun des chiffres du premier carré ne sont répétés dans le deuxième carré. Tandis que dans les 2 autres conditions, on voit ici la condition congruente, où le numéro 2 est répété dans le premier carré et dans le deuxième, tout en anglais. Donc, dans la condition congruente, l'association est renforcée ou répétée. Donc, dans le premier carré, 2 est plus petit que le 6,
Et dans le deuxième, 2 est bien plus petit que le 3. Donc cet effet est renforcé. Et on savait déjà que chez des personnes en santé, la condition congruente est plus facile que la condition contrôle. Par contre, dans la condition incongruente, la troisième ligne, dans le premier carré, 2 est plus petit que 6, tandis que 2 est plus grand que 1. Donc l'association est inversée, et ça ressemble un peu à notre changement de règle dans notre tâche de carte du Wisconsin. Donc, et ce qu'on avait stipulé, c'est que le striatum ventral serait nécessaire quand une association est renforcée, comme dans la condition congruente, tandis que ce serait plutôt le striatum dorsal, le noyau codé, comme on l'avait déjà observé dans nos études que je vous ai déjà montrées, qui serait nécessaire à la condition incongruente où il y a ce changement d'association. Donc on a d'abord fait ça chez des jeunes adultes en bonne santé, et c'est en effet ce qu'on a observé. Sur l'image de gauche, vous voyez de l'augmentation de l'activité significative dans cette région qu'on appelle le striatum ventral, dans la condition congruente par rapport au contrôle, tandis que dans la condition incongruente par rapport au contrôle, on voit de l'activité du striatum dorsal, à droite. Et donc, de manière peut-être plus importante, ce qui est intéressant, c'est que, là, je vous montre un diagramme où on a fait passer ce test avec les différentes conditions à des patients atteints de la maladie de Parkinson, une fois en leur demandant de ne pas prendre leurs médicaments, et une fois avec leur dose habituelle de médicaments. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, en prenant leurs médicaments, cela a amélioré la condition incongruente liée au striatum dorsal, tandis que cela a un peu empiré la condition congruente, ou l'association répétée liée au striatum ventral. Donc, ceci indiquerait que les différences observées dans la littérature auparavant peuvent être liées au fait que ces différents processus cognitifs qui peuvent avoir été étudiés, et donc que l'effet des médicaments dopaminergiques dépendent des processus spécifiques duquel on parle. Alors, il y a eu d'autres études dans la littérature, notamment sur l'effet des médicaments dopaminergiques pour des syndromes et des symptômes comportementaux. Donc, notamment, il y a des études qui reportent qu'il y aurait une corrélation entre la L-Dopa, par exemple le Cinémètre, et la dépression dans la maladie de Parkinson. Et que ce serait probablement pas le cas pour les agonistes dopaminergiques, par exemple le Mirapex. Par contre, d'autre part, on s'est aussi rendu compte qu'après de longues années de prise d'agonistes dopaminergiques, on observe chez certains patients seulement des troubles du contrôle des impulsions. C'est-à-dire qu'on a des sortes de troubles compulsifs où on a du mal à résister nos impulsions, ce qu'on observe dépendant des patients et parfois du sexe de la personne. On peut observer des achats compulsifs, une volonté de faire des jeux d'argent, et aussi une désinhibition sexuelle. Et ceci semble être surtout relié à un usage prolongé d'agonistes, mais moins avec la L-Dopa. Il faut faire attention par rapport à ce que je viens de dire, car ces études n'indiquent pas que la L-Dopa cause de la dépression ou que les agonistes créent des troubles du contrôle de l'impulsion. Ce qu'elles indiquent plutôt, c'est que chez des patients atteints de la maladie de Parkinson, qui avaient déjà des tendances à la dépression ou à l'impulsivité, un usage prolongé de la L-Dopa
par rapport à la dépression ou des agonistes par rapport aux troubles compulsifs accroît cette tendance, peut augmenter cette tendance, mais ne sont pas à l'origine de cette tendance. Alors, pourquoi ces études sont importantes? Car les médecins et les neurologues doivent prendre en considération non seulement l'évolution des différents symptômes moteurs cardinaux, comme on a parlé de la rigidité, du tremblement et de la bradykinésie, et aussi de l'occurrence de certains effets secondaires moteurs qui peuvent arriver suite à la prise prolongée de L-Dopa, comme la dyskinésie, qui sont des sortes de spasmes que vous pouvez parfois ressentir, des sortes de spasmes, de mouvements involontaires, mais aussi, bien sûr, le profil cognitif et comportemental du patient. Et c'est pour ça que parfois vous pouvez observer, vous pouvez vous demander pourquoi deux patients qui sont à la même étape de la maladie, qui ont à peu près les mêmes symptômes moteurs, ne prennent pas le même taux de L-Dopa par rapport aux médicaments agonistes. Dire mais pourquoi est-ce que l'un prend plus d'agonistes alors que l'autre prend plus d'L-Dopa? C'est parce que les médecins et les neurologues doivent considérer tous ces symptômes quand ils prennent ces décisions, et c'est aussi pour ça que ces études sont importantes, car elles les informent à ce sujet-là. Alors, justement, des études sont présentement menées dans différents laboratoires, dont le nôtre, afin de mieux comprendre cette relation qui semble assez complexe entre la cognition, le comportement, donc la dépression, les troubles compulsifs, et les différents types de médicaments dopaminergiques. Parmi d'autres avenues futures, différents groupes, et le nôtre aussi, effectuent des recherches longitudinales pour trouver différentes combinaisons de marqueurs, c'est-à-dire différents symptômes avec des traces d'imagerie, des tests neuropsychologiques et aussi certains génotypes plus liés à des expressions dopaminergiques ou d'autres transmetteurs que liés directement à la maladie de Parkinson, qui permettraient de prédire de manière rapide l'occurrence future de la démence chez des patients spécifiques. Ceci serait important car ça nous permettrait d'identifier très tôt, car si nous pouvons les identifier très tôt, on pourra explorer différentes pistes thérapeutiques pour ralentir ce déclin cognitif et peut-être éviter la démence. Alors parmi les pistes qui sont explorées pour ralentir le déclin cognitif, il y a des pistes médicamenteuses telles que les inhibiteurs de la cholinestérase. Je crois que vous avez peut-être entendu parler du rivastigmine, mais il y a aussi d'autres pistes médicamenteuses qui sont explorées. Il est aussi intéressant de noter qu'il y a des pistes non médicamenteuses qui sont explorées, dont des stimulations non invasives, c'est-à-dire que ce sont des stimulations qui, contrairement à la stimulation, à l'implant de stimulateurs profonds, le Deep Brain Stimulation, qui consiste en une opération et le stimulateur reste chez le patient. Là, ce sont des stimulations qui sont faites sur le crâne, à l'extérieur, et il y en a de deux types. Il y a la stimulation magnétique transcrânienne, qui induit des champs magnétiques, et la stimulation transcrânienne à courant continu, qui induit des stimulations électriques. Sauf que ce sont des stimulations qui ne durent pas longtemps, c'est des séances que l'on passe dans une certaine clinique. Et
et qui permettent de compenser certains circuits neuronaux. Et on espère que cela pourrait peut-être améliorer certains des symptômes. Mais par contre, l'effet est beaucoup moins prolongé qu'une opération avec stimulation profonde, ou deep brain stimulation. Ce qu'on explore aussi, c'est des programmes spécifiques de stimulation cognitive et physique. Et ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est qu'il y a une grande interaction entre notre santé cognitive et notre santé motrice, et qu'avec des programmes spécifiques, on peut améliorer le déclin cognitif dans la maladie de Parkinson et dans d'autres maladies associées au vieillissement. En règle générale, avant même d'avoir les résultats exacts de ces programmes de stimulation spécifiques, je vais vous proposer certaines suggestions. Il me semble très important de rester actif, tant mentalement que physiquement, autant que possible. Cela aide à réduire le déclin tant cognitif que moteur. Et quand je parle de rester actif et de faire des activités donc cognitives et motrices, cela ne suffit pas c'est un peu en plaisantant, de courir un marathon ou de résoudre des équations compliquées en physique théorique. On peut faire des choses simples qui aideront. Par exemple, pour les activités physiques, de la marche, de la danse lente, des exercices de yoga ou de tai chi, et même des massages peuvent aider. Pour ce qui est des activités cognitives ou mentales, de la lecture, des jeux, de la musique, n'importe quoi qui peut vous faire qui peut vous stimuler un peu et vous faire réfléchir. Ce qui est surtout à retenir, c'est que la régularité, le fait d'en faire un peu souvent et régulièrement, est plus importante que l'intensité des exercices. Donc cela conclut maintenant ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et je tiens à remercier tous mes collaborateurs que je ne mentionnerai pas mais que vous pouvez voir sur la diapositive qui vous est maintenant présentée. Et je voudrais aussi remercier tous les organismes subventionnaires qui financent ma recherche, dont les IRSC, le Réseau de Bioimagerie Québec, le Fonds de la Recherche en Santé du Québec et bien sûr la Société Parkinson Canada. Merci et au revoir.